Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour notre premier séminaire Climact de l'année 2022 où nous allons faire des choses incroyables et puis réussir à un petit peu changer la donne ici en Suisse et ailleurs, je l'espère. Et je suis incroyablement ravie d'accueillir au nom de Climact deux de mes personnes préférées, Roger Nordman, qui est conseiller national, président du groupe socialiste, la commission environnement, de l'aménagement du territoire et énergie du Conseil national. Donc, quelqu'un de très, très important en Suisse, aussi auteur et promulgateur d'idées nouvelles sur comment agir sur l'énergie et le climat. Donc, on va vraiment se réjouir d'entendre ce qu'il a à dire. Et de Dr Yamina Saheb, qui est une de mes collègues dans le troisième groupe de travail du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le réchauffement climatique et qui est une des top analystes au monde sur les questions de sobriété énergétique, qui a travaillé au niveau français et européen. Donc, je me réjouis vraiment de vous entendre les deux et sans plus aucune attente, je passe la parole et le micro et le slide à Roger. Donc, la façon dont on va le faire, c'est qu'on va faire d'abord la présentation de Roger Nordman, ensuite une petite discussion et ensuite la présentation de Yamina Saheb. Donc, je me réjouis beaucoup. Les présentations sont enregistrées, la discussion sera coupée. Et je me réjouis d'avance. Roger, à Voilà. vous. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais vous présenter de façon relativement rapide le plan solaire parce que j'ai 20 minutes, donc il ne faut pas traîner. Pour répondre à la question de Yamina, je parle anglais, mais là, je vais faire la présentation en français, à moins que ça vous dérange absolument. Mais je parle déjà beaucoup moins vite en anglais qu'en français. Donc, voilà. Je suis une francophone francophile. Ah, bah alors ça va bien. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord la production et le besoin d'électricité qu'on a globalement pour la décarbonisation. Pourquoi le PV est la variante la plus réaliste? La question du photovoltaïque et du réseau. Le cœur de mon livre, c'est-à-dire la modélisation sur une base de 50 gigawatts de PV installés en Suisse. Et là, un petit focus encore sur les meilleures options qu'on a pour l'approvisionnement hivernal. Parce qu'en fait, ce livre, c'est une des particularités, personne n'avait compris quand je l'avais sorti, c'est que j'avais thématisé cette question de l'approvisionnement hivernal qui fait maintenant l'objet de toute la discussion. Ici, vous avez la production électrique suisse de 1995 à 2017. Vous voyez ici le nucléaire en orange qui commençait déjà à pécloter sur la fin de la période. Les deux sortes d'hydro. Vous avez en rouge la consommation qui s'est stabilisée au cours des 10-15 dernières années, ça c'est très précieux. Et puis vous avez les nouvelles énergies renouvelables donc électriques qui se sont développées ici. Le futur, c'est l'arrêt de Betznau, ça a eu, de Mühleberg, ça a eu lieu un jour de Betznau, et puis ensuite les deux grosses centrales nucléaires. On peut admettre qu'il n'y a pas de date, je vous précise. On peut admettre que, au fond, les nouvelles énergies qui existaient fin 2017 vont continuer à exister. Puis on a la grande hydro qui va perdre un peu de production à cause des assainissements, mais qui va retrouver un peu de production à cause d'améliorations technologiques. Mais ça, c'est que la moitié de l'histoire. Il faut donc remplacer le nucléaire défaillant, ou qui décline et qui pour des raisons d'âge, si on ne construit pas de nouvelles centrales nucléaires. Et il faut de la décarbonisation pour la mobilité, de l'électricité. Ici, c'est un scénario où on électrifie entièrement le diesel et l'essence consommés en Suisse. Il n'y a pas l'aviation là-dedans. Et le bâtiment, environ 6 TWh d'électricité, principalement l'hiver. Je précise ici que d'un côté, ça peut choquer de dire qu'on consommera plus d'électricité, mais en réalité, dont la mobilité, c'est à la place de 60 TWh de diesel et d'essence. Donc, c'est un immense progrès d'efficacité. Et dans le bâtiment aussi, même si une bonne partie se fait en pure efficacité, c'est-à-dire en amélioration de l'enveloppe, on utilisera aussi de la chaleur renouvelable, mais à la fin, on aura aussi besoin d'électricité. Actuellement, on est autour de 55 dans le bâtiment, TWh. Donc, c'est un mélange d'électricité et d'utilisation c'est un mélange de gain d'efficacité et d'utilisation de chaleur renouvelable, et puis le solde, et on va quand même utiliser de l'électricité. Donc, il nous faut entre 40 et 45 TWh par an, ce qui veut dire qu'au fond, quelque part à l'horizon 2050, on aura plus d'1 kWh sur 2 qui provient d'installations de production électrique qui n'existent pas encore aujourd'hui.
Et puis ça, c'est la moitié de l'histoire parce qu'en réalité, il y a la répartition mensuelle. Ici, vous avez sur 5 ans, de 11 à 16, vous avez la production mensuelle, vous avez l'hydraulique au fil de l'eau qui est très forte en été et très faible en hiver à cause de la fonte des neiges. Vous avez l'hydraulique stockée ici qui est meilleure en hiver quand même, mais qui a quand même son pic estival. Et puis ensuite, vous avez le nucléaire ici qui s'amincissait vers la fin. Les nouveaux renouvelables tels qu'ils auraient produit à leur force de 2017. Et puis, vous avez la ligne de consommation. Et vous voyez tout de suite qu'en été, ici, typiquement, on produit trop. Et en hiver, typiquement, on ne produit pas assez, déjà aujourd'hui. Ça, c'est le schéma qui est valable depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, si on enlève le nucléaire, enfin, s'il décline pour raison d'âge, et qu'on ajoute à la ligne de consommation actuelle la consommation de la mobilité, les 17 TWh de tout à l'heure, et celle des pompes à chaleur qui est concentrée pendant l'hiver, on obtient une nouvelle ligne de consommation qui est ici. Et donc, le manque d'électricité, il est énorme, il est important en été et énorme en hiver. Ça peut vous surprendre que je prône le photovoltaïque et que je traite les questions frontalement, mais d'abord, vous verrez qu'il y a des solutions. Et deuxièmement, on ne peut pas traiter un problème sans le nommer et sans le mettre en évidence. Cette augmentation, toujours garder en tête, cette augmentation de la consommation électrique est en réalité un immense gain d'efficacité par rapport aux fossiles. C'est toujours un élément qu'il faut bien garder en tête. Alors, pourquoi le photovoltaïque est la variante la plus réaliste? Ici, vous avez en Suisse, depuis l'an 2000, le développement des nouvelles énergies renouvelables pour l'électricité. Vous voyez très bien que seul le photovoltaïque a vraiment un développement massif. Le bois a encore du potentiel. L'éolien, malheureusement, il avance très mal. Et puis, les déchets, on arrive quand même à la saturation de notre production de déchets, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. On ne va pas augmenter encore trop la quantité de déchets qu'on produit. En plus, partiellement, ils sont fossiles, ces déchets, donc ils émettent du CO2. En 2020, on était à 3 gigawatts de photovoltaïque installés qui produisaient 2,6 terawatts d'installation. Il faut dire qu'une partie des 3 gigawatts avait été installée pendant l'année 2020. C'est plus de 4%. Aujourd'hui, on est à 3,6, 3,7 à la fin de l'année 2021. Je n'ai pas encore les chiffres définitifs. Notre proposition, c'est de passer de ces 3 à 50 gigawatts le photovoltaïque installé, donc de multiplier par 17 la production. Le potentiel, il est énorme. Les seuls toits, à long terme, ont 49 TWh de potentiel de production. Puis vous avez encore d'autres options. On a parlé ce week-end des autoroutes. Et ça, c'est encore que les bordures des autoroutes. La couverture des autoroutes, c'est davantage. Et ça, c'est que le potentiel vraiment économiquement intéressant, économiquement exploitable. Donc là, on a éliminé tous les toits bizarres, les façades inutilisables, etc. C'est vraiment le potentiel utilisable et économiquement intéressant. Il faut aussi dire que les progrès du photovoltaïque, les progrès économiques du photovoltaïque font que des choses qui n'étaient pas intéressantes il y a quelques années sont au pas de le devenir. On aurait aussi, ça c'est un aspect intéressant, quelques possibilités au sol dans les Alpes avec un très bon rapport été-hiver dans la production. Maintenant, la principale question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'électricité solaire en été, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas assez en hiver. Ici, vous avez évidemment les profils de production d'un gros échantillon solaire en Suisse. On voit bien qu'en décembre, les journées sont courtes, le soleil est bas, la production est mitigée. À l'entre-saison, en mars et en septembre, les profils sont bien meilleurs. Et puis évidemment, en juin, il y a des quantités énormes et les journées sont longues. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas prétendre développer le photovoltaïque sans tenir compte de cette réalité fondamentale. Et se pose deux questions d'abord. Qu'est-ce qu'on fait si on a trop d'électricité en été? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'électricité en hiver? C'est deux questions qui sont absolument fondamentales et qu'il faut traiter. D'abord, on peut remplir toutes les installations de stockage qu'on a. C'est ce qu'on fait. On remplit nos lacs à accumulation, on remplit peut-être des barrages, des batteries la journée, etc. Ensuite, si on n'a plus de capacité disponible, plus personne qui est disposé à prendre cette électricité ou que le réseau est saturé, on peut faire du peak shaving, c'est-à-dire renoncer à récolter la pointe de production. Ici, vous avez par hypothèse, pour simplifier, je dis, on ne récolte jamais plus que 35% de ce que peuvent produire les panneaux photovoltaïques. Pas de ce qu'ils peuvent produire, excusez-moi, de leur puissance nominale. Et si on fait ça toute l'année, c'est très intéressant, sur une année, on a cette courbe, c'est-à-dire qu'en janvier, février, on n'a presque pas de peak shaving parce qu'on n'atteint jamais la puissance de 35%, mais par contre, pendant l'été, ici, on a une belle coupe, et puis à la fin de l'année, dans les 2 derniers mois, de nouveau, on n'a jamais le moment où on a trop d'énergie.
Mais on comprend bien qu'instaurer dans le système électrique une courbe qui a cette forme, c'est beaucoup plus facile que d'introduire dans le système électrique une courbe qui a cette forme. Puis évidemment, essayer d'adapter toute l'infrastructure des réseaux pour absorber ces pointes en haut, c'est très cher, ce n'est pas économiquement intéressant. Et ce qui est intéressant, si vous faites cette limitation à 35% de la puissance nominale, par hypothèse de façon statique pour commencer, vous renoncez qu'à 20% de la production et que quand elle ne vaut rien, c'est-à-dire en été, c'est-à-dire au milieu de la journée en été, quand il y en aura trop, probablement. Puis s'il n'y en a pas trop, ben vous l'utilisez. Maintenant, concrètement, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette possibilité de renoncer à récolter le sommet, qui s'appelle techniquement du curtailing, mais comme on est en Suisse, moi j'ai préféré appeler ça du peak shaving. Normalement, on l'utilise pour la demande, mais moi je l'ai utilisé pour la production parce que je trouvais que du point de vue symbolique, c'était facile de s'imaginer qu'on rasait la pointe d'une montagne. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça peak shaving, même si c'est de l'onglet francophone. Je fais 2 étapes dans ma transformation. Je dis d'abord, on va à 20 gigawatts, donc 7 fois plus qu'en 2020, puis après on ira à 50. Et je prends ce qui serait passé le 21 décembre 2017. On aurait eu 7 courbes de production solaire. On est largement en dessous de la capacité d'absorption du réseau. Ça nous fait une petite production, on est content, mais c'est quand même pas énorme. Le 23 septembre, je n'ai pas pris le 21 parce qu'il était extrême, ce 21 de quantité. Alors là, on a une belle production, mais qui est juste encore en dessous de ce que le réseau peut absorber, c'est très bien. Et puis, en juin, le 21 juin, on aurait une très belle production. Vous voyez d'ailleurs que c'est un jour où le soleil n'était pas terrible parce qu'il a un peu raboté la courbe. Il y a dû avoir des orages à plusieurs endroits en Suisse. Donc, durant l'après-midi, ça a un peu affecté la courbe. Ici, vous voyez aussi qu'on est en dessous de la limite des 15 gigawatts, donc c'est intégrable. Maintenant, on passe à l'étape suivante, on passe à 50 gigawatts, donc la totalité de mon plan solaire, 17 fois plus qu'en 2020. En plein hiver, on est très content, ça nous fait 32 gigawatts, c'est super, c'est toute l'énergie qu'on ne doit pas faire avec du gaz. Par contre, en septembre, on a un problème, c'est qu'on dépasse la limite du réseau haute tension, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment transporter cette énergie. Le même problème se pose de façon encore plus aiguë en juin, parce qu'on a encore plus d'énergie. Et c'est là qu'on dit, on fait du peak shaving, c'est-à-dire on renonce à exploiter la pointe, on n'exploite que ça. Et ici, on ne récolte pas cette énergie. C'est exact, il faut vous imaginer ça, c'est exactement comme si vous laissiez passer de l'électricité, de l'eau par-dessus un barrage, au lieu de la turbiner. On fait la même chose en plein été. Et l'avantage, c'est que vous voyez que grâce à cette grande quantité, vous gagnez cette zone violette, et même à l'entre-saison, et même en plein été, vous gagnez quelque chose qui a de la valeur, surtout le matin et le soir, et qui est utile. Mais par contre, si vous cherchez à récolter le chapeau auquel je renonce, vous devez faire des investissements monstrueux qui n'ont pas de sens sur le plan écologique et économique. Par exemple, mettre partout des câbles en cuivre, ça n'a aussi pas un très bon bilan. La Suisse, elle dispose évidemment d'une énorme flexibilité pour adopter ces variations. Ici, vous avez les données de energycharts.info. C'est un nouveau site qui donne les installations, la production au quart d'heure en Suisse. Et vous voyez comment on utilise aujourd'hui nos turbines. On les allume le matin, et typiquement, on turbine une pointe. Ensuite, on les éteint parce qu'il y a du solaire en Europe, donc il n'y a pas besoin. Puis on les rallume en fin de journée. Enfin, on les réenclenche en fin de journée, etc. Mais vous voyez qu'on a une immense flexibilité qui nous permet à l'intérieur de la Suisse de gérer ça. Donc, pour tout ce qui est le court terme, le stockage de quelques heures à une semaine ou deux, on a en Suisse des capacités exceptionnelles et il n'y a pas beaucoup à investir en plus. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans sa globalité? Si on investit dans ces 50 gigawatts, c'est le même graphique que vous avez vu tout à l'heure. Hein. J'ai enlevé le nucléaire. J'ai laissé l'eau, l'hydro, les 2 hydros comme elles étaient. J'ai laissé la nouvelle courbe de consommation, ici, cette violette. Et puis, j'ai installé mes 50 gigawatts de solaire. Qu'est-ce que vous voyez? Que ça fait une énorme quantité, évidemment, et que vous voyez que tout en haut, il y a une petite part auquel on renonce. Il y a une part de la part pointillée où j'ai ma flèche. Il y a une deuxième part qu'on utilise pour renforcer le stockage saisonnier par du power to gas. Ici, je n'en ai pas mis beaucoup. Ce power to gas, qui a une faible efficacité, il a un tiers d'efficacité, il nous redonne l'hiver cette quantité d'électricité violette, qui n'est pas énorme. Et puis, on continue d'exporter la même quantité qu'aujourd'hui. Donc, pendant environ 7 mois par année, typiquement, on a assez d'énergie en total mensuel. Vous voyez 2 choses aussi. Une autre chose aussi très importante, c'est qu'au cœur de l'hiver, donc en décembre et janvier, malgré le fait qu'il fasse sombre,
avec une telle quantité installée, 50 gigawatts, on a une production hivernale ici de photovoltaïque qui est très précieuse, qui arrive, qui amène vraiment des quantités importantes au cœur de l'hiver. Néanmoins, si vous êtes ici, vous êtes en janvier, vous avez une production qui est ici et vous avez une demande qui est ici. Par convention, on a dit qu'on pouvait importer la même quantité qu'aujourd'hui, c'est-à-dire cette courbe, cette surface blanche, mais la courbe grise ici, il faut la produire. Et dans le pire des cas, cette courbe grise, on l'a fait avec du solaire. Avec du fossile, excusez-moi. Cette courbe grise, on l'a fait avec du fossile, dans le pire des cas. On voit bien d'ailleurs à l'image globale qu'il y a beaucoup plus de jaune que de fossile. Alors maintenant, vous dites, mais il est peut-être fou, Roger, de vouloir nous vendre du fossile alors qu'on est dans un plan global de décarbonisation. C'est le même graphique. Vous avez 49 terawatts que vous pourriez produire de solaire. En réalité, vous en perdez 5 là en haut que vous ne récoltez pas parce que vous ne savez pas quoi faire de ces pointes. Vous en avez 38 que vous récoltez puis que vous utilisez directement dans le mois prévu, c'est le jaune. Et puis, vous avez 6 que vous utilisez pour le stockage additionnel, c'est ces rayures ici. Et en l'absence de capacité de stockage additionnelle, en l'absence de renouvelables, par exemple, pas d'éolien additionnel, pas de rehaussement des barrages, vraiment le worst case où tous les autres ne se développent pas, toutes les autres renouvelables ne se développent pas, et on ne développe que le photovoltaïque, eh bien, il nous faut 9 TWh d'électricité gazière donc pour couvrir cette zone grise. Si on le fait avec des centrales à gaz à cycle combiné, donc très efficaces mais pour l'électricité, mais où on n'utilise pas la chaleur, ça nous fait 4 millions de tonnes de CO2, 4,4 millions de tonnes de CO2. Et alors, ce qui est décisif, c'est le bilan global de cette transformation, et c'est ça qui est très intéressant. Les transports, on a actuellement 16 millions de tonnes de CO2 par année, on passe à zéro avec l'électrification complète. Le bâtiment et l'eau chaude sanitaire, avec l'amélioration de l'enveloppe des bâtiments, la mobilisation des sources de chaleur renouvelables et en partie l'électrification, on passe aussi de 15 à 0. Et dans l'électricité, on n'a quasiment pas de production fossile, pure fossile, c'est-à-dire où on achète du combustible pour faire ça, et on passe à 4,4. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans un scénario comme celui-là, qui est extrêmement conservateur, on passe de 31 millions de tonnes à 4,4 millions de tonnes en électrifiant ces secteurs transport, bâtiment, puis en développant bien l'électricité photovoltaïque. Et globalement, ça fait une décarbonisation de 86% sur ce secteur. Et ça, c'est des secteurs faciles. On ne parle pas de l'industrie, on ne parle pas de décarboniser les usines d'incinération des déchets ou des choses qui sont plus compliquées. On est vraiment dans des domaines où on a entier des solutions techniques. Et puis, on peut faire mieux, c'est ça que j'aimerais encore vous dire, que décarboner là de 86%, parce que, au fond, la question, c'est comment on peut faire mieux pour éviter ces 9 TWh à base fossile. Il y a le rehaussement des barrages, qui a l'air maintenant de progresser, des barrages existants, très faibles dommages saisonniers, dommages paysagers, le barrage existe déjà. On peut déplacer 2 à 3 TWh vers l'hiver. On peut faire éventuellement plus de photovoltaïque et concentrer l'usage du stock hydroélectrique sur le cœur de l'hiver, au fond, depuis le 1er novembre, de novembre à février. En gros, quand il y a vraiment peu de lumière, peu de photovoltaïque, on concentre. Actuellement, on l'utilise sur 6 mois, on en utilise une bonne partie encore en mars et jusqu'à mi-avril. Mais là, au fond, le photovoltaïque est très fort. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que mars, avril, c'est le moment où on crée un blackout à court terme. Mais en réalité, si on développe bien le photovoltaïque, on y arrive très bien. Une année de photovoltaïque, comme on le fait, c'est 50 gigawattheures pendant le mois de mars supplémentaires. Donc, en 2 ans, on a 100 gigawattheures supplémentaires pendant le mois de mars avec la vitesse actuelle de développement du photovoltaïque. Pour la production hivernale, on a l'éolien qui joue un grand rôle. On a la possibilité d'avoir plus de centrales à bois avec l'utilisation de la chaleur. On peut évidemment, si on arrive à se mettre d'accord avec nos voisins européens, mais ça, c'est encore un autre dossier, on peut essayer d'importer des excédents renouvelables, comme il y a Séjour en Allemagne. Il y a énormément de vent Séjour en Allemagne. On pourrait imaginer de l'importer quand il n'est pas trop cher, de le stocker puis de le réutiliser 1-2 semaines plus tard. On peut réduire le besoin d'électricité en hiver en stockant de la chaleur directement. Ça, c'est les fameux thermosieni qui sont chauffés, où cette maison a chauffé son thermos pendant tout l'été avec des panneaux solaires thermiques et puis elle vit uniquement de cette chaleur accumulée dans son thermos pendant l'hiver. Il y a aussi la possibilité de régénérer les sondes géothermiques de nos pompes à chaleur. Vous savez qu'elles se refroidissent avec le temps et qu'elles demandent de plus en plus d'électricité. Si vous réinjectez dans le sol de la chaleur supplémentaire, enfin de la chaleur excédentaire de l'été, vous pouvez
ramener la sonde géothermique à sa chaleur initiale, puis la faire fonctionner plus efficacement l'hiver suivant. Il y a évidemment le chauffage à bois. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment passablement d'options pour éviter de devoir passer dans la pure production fossile. Mais si j'ai choisi la pure production fossile dans le modèle de base de mon livre, dans le scénario de base, c'est parce que je voulais faire un scénario totalement conservateur qui me permettait d'entrer en dialogue avec les électriciens, qui sont un peu une branche quand même légèrement conservatrice. Et ça a assez bien réussi parce que tout d'un coup, ils ont compris qu'au fond, on n'était pas obligé de dimensionner le réseau pour chaque pointe photovoltaïque et puis qu'ils n'avaient pas à avoir honte de dire qu'il y aura un peu d'énergie fossile pendant l'hiver dans une phase de transition. Et au fond, ce scénario un peu conservateur a permis pas mal de débloquer les choses. Voilà, je crois que j'ai juste tenu à 1 minute près. J'ai 1 minute d'avance, donc je rends la parole pour revenir aux questions, dans les questions, on pourra revenir si vous le souhaitez. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Climac pour l'opportunité de parler de la sobriété dans un séminaire aussi intéressant. Et vous allez voir que par rapport à ce que Roger a présenté, lui parlait principalement de l'approvisionnement en énergie. Et moi, je travaille principalement sur la réduction de la demande en énergie. Et la sobriété, c'est là où elle a un rôle à jouer. Malheureusement, la plupart des scénarios ne prennent pas en compte la sobriété. Alors, la sobriété, ce n'est pas un concept nouveau, c'est un concept vieux comme le temps, comme la démocratie grecque. Et la plupart des gens parleront de sobriété énergétique, mais en fait, la sobriété, comme vous allez le voir, va plus loin que la question énergétique. Elle touche à toutes les ressources naturelles, y compris l'utilisation des sols. Alors, pourquoi la sobriété ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a enfin on nous entend. Il y a des oreilles pour entendre le mot sobriété. Donc, ça ne fait plus peur aux gens, ça ne fait plus peur aux politiques, parce que si on retourne un petit peu en arrière, les premiers instruments de politique de réduction, oui. Tu veux partager tes slides? Ah oui, pardon, je pensais que j'avais partagé. Donc, les premiers instruments visant la réduction de la demande de l'énergie, d'ailleurs, sont des instruments qui ont vu le jour au moment de la crise pétrolière des années 70. Et à cette époque-là, on ne parlait pas d'efficacité énergétique, mais on parlait de conservation de l'énergie. Aujourd'hui, je pense que la conservation de l'énergie inclut l'efficacité et la sobriété. Au fil du temps, la partie efficacité a pris le dessus grâce aux ingénieurs et aux économistes, parce que je pense que c'est sur cette partie-là que travaillent principalement les ingénieurs et les économistes. Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan de tout ce qu'on a mis en place point de vue énergétique, alors on se rend compte, les chiffres sont impressionnants. Il y a plus de 1400 politiques énergétiques concernant les équipements électroménagers dans le monde. Donc, vous voyez, il y a une prolifération d'instruments. Cette prolifération d'instruments, il y a deux façons d'analyser les instruments existants. Soit vous regardez juste le nombre d'instruments existants et vous les additionnez, et à ce moment-là, on s'applaudit et on peut aller boire un verre ensemble. Soit vous regardez l'effet réel de ces instruments-là, et à ce moment-là, ça va moins bien. Alors, si on regarde sur la même période, l'effet réel de ces instruments, donc là, vous avez juste les chiffres qui sont impressionnants. Si vous regardez l'effet réel, on voit que les émissions de gaz à effet de serre ont plutôt doublé pendant cette période-là, pendant laquelle on a mis en place beaucoup d'instruments pour réduire la demande énergétique. Alors, pourquoi on a cette augmentation des émissions à effet de serre, sachant que les premiers instruments ont été mis en place pour répondre à la crise pétrolière, mais ensuite, on s'est rendu compte dans les années 90, quand la crise climatique est venue se rajouter à la question énergétique, que ces instruments-là devaient servir, on a considéré qu'ils allaient servir également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, certains vous diront que l'augmentation des gaz à effet de serre est due à l'augmentation de la population, et donc tout de suite, on montre du doigt les pays du Sud. C'est là qu'on a la plus grande augmentation de la population, c'est depuis les années 70. Sauf qu'en vérité, ce qu'il faut regarder, ce sont les émissions par personne. Et bien là, lorsqu'on regarde les émissions par personne, on se rend compte que
ce sont toujours les pays du Nord, donc nous, qui continuons à alimenter la crise climatique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là, malgré toutes les politiques que nous avons mises en œuvre? Donc, ce sont les pays où on a le plus de politiques d'efficacité énergétique, où l'on a encouragé la production d'énergie renouvelable, qui sont en fait les plus grands émetteurs lorsqu'on regarde les émissions par personne et même lorsqu'on regarde les émissions globales des pays. Si je prends un exemple, celui des transports. J'ai pris cet exemple-là parce que le titre de ma présentation est lié, j'essaie de faire le lien entre la sobriété et la démocratie. Et la question des transports est une question qui s'est posée en France lorsqu'on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement en fait qui montre les inégalités auxquelles nous faisons face en France, mais pas seulement, dans tous les pays riches, on va dire. La question du transport, lorsqu'on regarde la voiture individuelle, donc il y a eu une amélioration de l'efficacité énergétique. Cette amélioration d'efficacité énergétique, donc elle se réduit principalement à l'amélioration du moteur. Ça, c'est une réalité qui existe. C'est ça que les ingénieurs ont fait avec les économistes. Donc ça, je pense que c'est assez facile à faire. Mais pendant cette période-là, on a eu aussi une augmentation de la taille et du poids des véhicules individuels. Aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que la décision d'acheter une voiture individuelle, elle est principalement prise sur la base de la taille. Donc, quel est le volume que vous allez avoir à l'intérieur? Et j'ai même entendu une personne très proche de moi me dire qu'elle a acheté un SUV parce qu'elle a un gros chien et que pour aller promener son chien, il lui fallait un SUV. Donc, tous les dimanches, tous les jours, elle met son chien dans sa voiture pour aller le promener et cela contribue à émettre des émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment est-ce que, on voit bien qu'à partir de la voiture individuelle, mais j'aurais pu prendre le même exemple pour le frigo, pour le logement, on a toujours une amélioration, on a eu une amélioration de l'efficacité énergétique depuis les années 70 qui est réelle, qu'on peut mesurer, que l'on mesure d'ailleurs pour tous les équipements, mais en parallèle, on a eu une augmentation toujours du poids et de la taille. Comment est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que cette augmentation du poids et de la taille d'une voiture contribue aux émissions globales? Parce qu'en parallèle, donc les instruments d'information ont conduit à créer une dépendance à la voiture. On a créé cette dépendance-là grâce aux politiques d'aménagement du territoire mises en place dans toute l'Europe et dans les pays de l'OCDE, qui font qu'on a créé une politique, qu'on a encouragé l'acquisition des pavillons. Quand on a des pavillons, donc on n'a pas de transport en commun, on a besoin d'une voiture individuelle et tout devient plus gros, plus important et donc plus consommateur d'énergie et donc plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Et on est rentré dans un cycle vicieux dont on n'arrive pas encore à sortir. Ce n'est que maintenant que la question de ce cycle vicieux commence à se poser et je pense que le mouvement des Gilets jaunes en France a permis justement de poser cette question-là, a permis pour la première fois de poser la question des politiques urbaines et de leur rôle dans les inégalités auxquelles font face les citoyens. Alors bien sûr, si sur le premier slide, j'avais montré qu'on mettait en place des politiques fiscales, le mouvement des Gilets jaunes est né à l'origine de la taxe carbone que le gouvernement voulait imposer. Donc, a priori, on peut penser que la taxe carbone est une bonne mesure, sauf que la taxe carbone a des conséquences dramatiques sur le plan sociétal pour toutes les familles qui ont été poussées en dehors des villes et pour lesquelles on a vendu le rêve du pavillon et de la maison individuelle. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous savons que les changements climatiques toucheront toutes les régions du monde. J'ai repris juste ces deux photos, l'une en Grèce, l'une en Belgique, de ce qui s'est passé l'été dernier. Et ces deux photos montrent que autrefois, on avait l'habitude de voir ces images-là venant des pays du Sud. Donc, ça ne se passait pas chez nous. Aujourd'hui, ça se passe chez nous. Et donc, ça nous menace directement. Ça menace nos démocraties. Et d'autant plus que le budget carbone qui reste
est très, très, très limitée. Donc, du coup, on ne peut plus émettre autant qu'on l'avait fait jusqu'à présent. On ne peut pas continuer à émettre comme on le faisait auparavant. Et c'est là que la sobriété vient jouer un rôle important parce qu'on le sait, comme vous l'avez vu dans le cas du transport, mais aussi on peut le voir dans le cas des logements, l'efficacité énergétique ne réduit pas, n'élimine pas la demande d'énergie et des matériaux et de l'utilisation des sols. Et la sobriété énergétique, donc c'est un ensemble de politiques et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éliminer la demande en énergie, en ressources naturelles, d'une façon générale. Pourquoi est-ce que la sobriété énergétique est nécessaire d'un point de vue démocratique? Parce que sans sobriété énergétique, on va dépasser le budget carbone qui nous reste, donc on ne va pas pouvoir émettre, la planète ne pourra plus nous supporter, ce qui veut dire que seuls les plus riches dans les pays riches pourront peut-être survivre à la crise climatique et que tous les autres pays, toutes les autres personnes ne pourront pas survivre. Alors, la sobriété l'utilisation de la sobriété pour les politiques énergétiques a été introduite dans les années 90 par Wolfgang Sachs en Allemagne pour des raisons que je ne comprends pas encore. Ça n'a pas vraiment pris en Allemagne, mais ça a pris en France. La France est le seul pays au monde où le terme sobriété énergétique apparaît dans la loi sur la transition énergétique de 2015. Malheureusement, nous n'avons pas tous les décrets de mise en œuvre nécessaires pour que la sobriété énergétique soit mise en œuvre. Par contre, ce qui a beaucoup évolué en France, c'est que la sobriété énergétique, la sobriété en principe, et principalement la sobriété énergétique, n'est plus un sujet tabou en fait, ce qui change complètement des autres pays. Alors qu'ailleurs, c'est un sujet tabou et c'est très très mal vu de parler de la sobriété. En France, c'est un sujet qui fait partie du mainstream. Les politiques français parlent de la sobriété parce que c'est dans la loi. On a eu récemment 3 scénarios pour 2050 pour la France, justement, 3 scénarios énergétiques qui sont tous les 3 basés sur la sobriété. Ils sont basés sur sobriété, efficacité et renouvelable. Ce qui est très intéressant dans ces scénarios-là, on a eu un scénario de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition énergétique en France, qui n'est pas connue pour être conservatrice, mais on a eu un scénario basé sur le même principe, sur la sobriété, par réseau de transport de l'électricité, qui est en fait dans l'ancêtre et EDF, Électricité de France, qui est une organisation en fait qui produit l'électricité par le nucléaire, comme vous le savez. Et l'autre scénario a été une mise à jour du scénario Négawatt, qui est en fait l'association qui a amené le sujet de la sobriété en France. Et ce qu'il y a de nouveau dans le scénario Négawatt, cette fois-ci, c'est qu'ils sont passés de la sobriété énergétique, qui était le sujet principal de l'association, à la sobriété également des matériaux. Donc, en fait, il y a un scénario également pour la réduction des matériaux. Parce que si vous réduisez vos besoins en produits, ben, vous allez réduire vos besoins en matériaux, mais aussi en utilisation des sols et en d'autres ressources. Je pense qu'à l'avenir, on verra de plus en plus de scénarios type Négawatt qui vont regarder les autres aspects de la sobriété et ne se limiteront pas à la sobriété énergétique. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau national. Malheureusement, lorsqu'on regarde les scénarios mondiaux, qui alimentent par exemple le rapport du GIEC, sachant que le GIEC ne développe pas ses propres scénarios, mais que le GIEC ne fait que reprendre les scénarios qui existent. Dans ces scénarios-là, la sobriété est pratiquement absente dans tous les scénarios, sauf dans... Allez, si je suis très généreuse, je vais dire dans 6 scénarios, il y a un peu globaux, il y a un peu de sobriété. Et tous ces scénarios-là visent l'objectif du 1.5, mais sans sobriété. Alors, du coup, pour atteindre le 1.5, ils nous promettent monts et merveilles avec des technologies comme le Carbon Capture and Storage. Merci.